La free agency continue, Théo. Alors, il y a un peu moins de signatures vu qu'effectivement, il y a de moins en moins de joueurs sans contrat. Et il y a un joueur qui a un contrat peut-être le plus pourri de la ligue, comme on aime dire, en tout cas à l'échelle de sa franchise, c'est Bradley Beal, qui dispose notamment d'une no trade clause, c'est-à-dire on ne peut pas le transférer sans son accord et ça pose de gros problèmes à Phoenix. Et du coup, les Suns seraient en train de discuter avec Bradley Beal d'un buyout pour se séparer enfin de Bill, qui est arrivé seulement il y a 2 ans. Il a fait 2 saisons avec Phoenix. Un buyout un peu à la manière de Damian Lillard avec Milwaukee, c'est-à-dire où non seulement il serait viré, et son salaire serait étendu sur 5 ans au moins. Pendant 5 ans, les Suns paieraient Bradley Beal et auraient un espèce de joueur fantôme dans leur salary cap, mais c'est peut-être aujourd'hui la seule solution pour Phoenix pour se débarrasser de Bill. Je continue de pas trop comprendre comment c'est géré Phoenix, honnêtement, parce que je continue de pas vraiment comprendre quel type d'équipe pense être Phoenix. Au moment de la signature de Bradley Beal, franchement, la dernière fois, tu sais, on disait en rigolant les fois où nous on est assis dans notre canapé, on se dit mais ça n'a pas de sens un truc comme ça, et on finit par se dire non mais quand même, c'est des professionnels de leur métier, de recrutement, tu vois, de construction d'équipe, ils doivent savoir mieux que nous. Au bout du compte, tu dis bah non, en fait, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens à cause de cette no trade clause. Là, ce que je comprends pas trop en fait dans l'histoire de racheter le contrat de Bradley Beal, c'est il te reste 2 ans. Ok, quand tu as fait venir ce joueur, tu savais tu connaissais la durée du contrat, tu connaissais le salaire, tu savais qu'il y avait la no trade clause. À ce stade, pourquoi tu le fais pas jouer pendant 2 ans? Tu vas pas être champion de toute façon. Fais-le jouer pendant 2 ans. Au bout du compte, ça t'handicape suffisamment pour que tu puisses pas jouer le titre pendant 2 ans. Mais au moins c'est 2 ans. Là, si tu le coupes, que tu rachètes son contrat et que tu dois le stretch sur 5 ans, ça va quand même compter dans ta masse salariale pendant 3 ans de plus. Et au bout du compte, on a bien vu que si jamais l'objectif de Matisse Bia, c'est il avait fait un petit peu une Miami, quoi. Pas un, pas deux, pas trois. Il avait parlé de gagner plusieurs titres. Et il avait insisté sur le fait qu'il y avait des S, quoi. Si c'est ça ton objectif, tu sais que tu pourras pas réussir si tu as une espèce de poids mort qui plombe ta masse salariale sur 3 ans de plus. À ce stade, je comprends pas. Et finalement, ce qui est dingue, tu sais, même pour Bradley Beal, c'est que ce contrat, c'est tellement un poids qu'on oublie que c'est quand même un joueur de basket en fait. C'est pas comme s'il était incapable de jouer au basket, Bradley Beal. C'est pas le fait que son niveau de jeu effectif corresponde pas à son salaire, c'est clairement pas le seul joueur de la ligue en fait dont c'est le cas. Et l'an dernier, Phoenix c'était catastrophique, mais si on regarde le plus près ses stats, c'était pas honteux ses stats. Donc je me dis, fais-le jouer pendant 2 ans. Ouais, fais-le jouer pendant 2 ans ou finis par trouver peut-être une équipe qui sera intéressée, même si ça j'y crois pas trop. Je comprends pas. Vraiment, je suis pas sûr de capter ce move. Tu es en train de me convaincre. Au début, avant l'été, moi, pour moi, couper Bradley Bills, enfin couper, négocier un buyout ou le transférer, ça devait être la priorité. Mais c'est vrai que là, tout de suite, ce que tu viens de dire, au moins 1 an en fait, vu qu'il a 2 saisons. Parce que si tu dois buyout un contrat à 55 millions, c'est différent que buyout un contrat à 110 millions. Parce qu'en fait, il peut jouer au moins 1 an. Alors je sais que l'arrivée de Jalen Green, j'imagine que ça coupe, enfin ça. Jalen Green et Devin Booker vont prendre la grande majorité des minutes dans le bas court. Bill, va falloir encore une fois qu'il sorte du banc. Peut-être qu'il n'est pas content à cette idée. Peut-être qu'il va râler s'il joue que 15-20 minutes. J'imagine que sa valeur baisse aussi s'il joue 15-20 minutes. Tu as besoin que la valeur de Green soit haute au cas où tu veux le faire transférer ailleurs. Donc tu as besoin de le faire jouer 30-35. Mais malgré tout ça, je te rejoins parce que déjà, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait une blessure de Booker ou de Green. Et dans ce cas-là, tu seras bien content d'avoir Bradley Bill. Et finalement, tu le gardes 1 an, c'est quand même un joueur talentueux. Tu ne pourras pas trouver un remplaçant plus fort au scoring que Bradley Beal à Phoenix. Tu le gardes 1 an, et à la fin, de toute façon, comme tu l'as dit, là, les Suns n'ont aucune raison d'être ambitieux de quoi que ce soit. Le but, c'est de ne pas être catastrophique pour ne pas refourguer un pic trop haut placé. Tu arrives en 2026, donc, et là, il te reste 55 millions, et tu te débrouilles. Si tu peux couper 55 millions, c'est pas la même chose. 10 millions de poids mort dans le cap, tu peux te permettre plus facilement que 22 ou 20 que 22 millions, quoi. Donc Le problème, c'est que. effectivement, Ouais. Parce qu'ils veulent descendre sous le second apron, là, parce qu'ils sont dans, oui, ils sont bah oui. dans, ils sont dans le dur. Mais je reviens à ça. On l'avait dit depuis le début.
On l'avait dit depuis le départ quasiment, du moins dès la fin de la première saison d'expérience, Bradley Beal, Booker et Kevin Durant, au moment où clairement ça marchait pas, il n'y aura pas de transition dans la facilité pour Phoenix. Je pense qu'il continue de penser qu'il y a un moyen de rester, de continuer à jouer le titre pour se sortir de ça. Je vois pas le chemin en fait. Il y a un moment, si tu veux pas être sous le second apron, effectivement, pardon, je reprécise parce que dans l'objectif du buyout, ce serait aussi de faire des économies et de dire bon, bah, on va essayer de Ouais. négocier un rachat à la baisse du contrat de Bradley Beal pour pouvoir passer sous le second apron, quitte à ce que ça reste sous notre masse salariale, enfin, que ça continue à compter dans nos masses salariales pendant 5 ans. Mais je sais pas si. J'ai l'impression que c'est toujours quand même de la vision à court terme. Si tu veux vraiment descendre sous le second apron, faut que tu fasses des choses plus drastiques que ça pour dégraisser ta masse salariale, quoi. Parce que Bradley Beal, il bougera pas, personne ne le prendra à ce tarif-là. Faut que tu bouges d'autres joueurs et que tu acceptes le fait que pendant 2 ans, tu vas pas être bon. Tu vas pas être bon pendant 2 ans. De toute façon, ils vont être médiocres. Et je C'est trouve ça que le truc. leur reconstruction, là, c'est intéressant. Au final, le deal de Kevin Durant, ce qui s'est passé à la draft, ensuite la signature du MVP de l'Euroleague, tout ça, c'est plutôt intéressant pour Phoenix. Je pense que ça va dans une direction. euh, voilà, c'est les petits rebonds dont je parlais l'autre fois. Après, c'est vrai que par exemple, Grayson Allen a évidemment pas le même contrat, mais justement, c'est ce qui, j'imagine, peut le faire être transférable. Pourquoi ne pas plutôt essayer de transférer Grayson Allen dans une équipe qui a du cap, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, et récupérer encore 4-5 millions. Voilà, de quoi au moins tu descends peut-être pas complètement sous le second apron, mais tu payes déjà moins de super taxes. Après, je connais pas les finances de Matich Bia. J'ai vu tu sais, qu'il y avait des rumeurs de scam à un moment sur Matich Bia, comme quoi il Ah n'aurait bon. pas autant d'argent que prévu. Alors, on va savoir, c'est des trucs très obscurs comme rumeur. Mais peut-être que c'est trop de taxes pour lui à un moment. Ça fait 2 ans qu'il paye plein pot. Mais c'est trop de taxes en fait pour une équipe qui va nulle part. C'est trop de taxes. Ça, je le comprends en fait, tu Oui, vois. non, mais là, c'est pas juste trop de taxes. Quand je te dis trop de taxes, c'est pas juste, ça n'a pas de sens. C'est peut-être juste, il Mm, peut pas les payer, ces taxes. mm. C'est peut-être trop de taxes dans le sens où il a pas l'argent. Mais du coup, a fortiori, tu vois, a fortiori, moi, je pense qu'il faut dégraisser. Ils ont raté l'opportunité d'essayer de récupérer certains de leurs pics, hein, je me trompe. Non, si, ils en ont récupéré un dans le trade pour Kevin Durant. Ils ont récupéré un de leurs pics. Parce qu'ils ont même Juste, pas récupéré le. juste celui de 2025 où ils ont drafté C'est Kaman ça, hein, Marley. ils ont même pas. Moi, ça serait mon seul objectif si j'étais Phoenix. Ça serait braderie, vide-grenier du dimanche matin. Prenez tout ce que vous voulez, tout ce qu'on veut récupérer. C'est nos pics si c'est possible. Mais quoi qu'ils vont être de plus en plus durs à récupérer. Mais j'ai l'impression que c'est une vision à court terme qui va t'handicaper encore plus sur le long terme, en fait. Toute cette gestion de Bradley Beal. Et honnêtement, toute cette gestion depuis le départ, le trade n'avait pas de sens. Je comprends toujours pas. Tu sais, au moment où Washington a donné son contrat à Bradley Beal, au moment de la signature, tout le monde a dit ça a aucun sens de donner autant d'argent avec la no trade clause à Bradley Beal à ce moment de sa carrière. On savait déjà que ça serait pas ce type de joueur. Ça avait pas de sens et pourtant, ils ont réussi à trouver quelqu'un d'encore plus inconscient pour reprendre le bébé de leurs mains. C'est bref. Allez, vu qu'on parle de buyout, on peut parler d'un autre buyout, celui de Jonas Valanciunas, plus surprenant là. Jonas Valanciunas qui vient d'arriver à Denver, il a été échangé par Sacramento contre Dario Saric. Il s'est retrouvé aux Nuggets, pardon. Jonas Valanciunas pourrait quitter Denver, enfin pourrait ne pas jouer pour Denver. Il y aura un attrait de l'Euroleague et notamment une offre du Panathinaikos qui pourrait pousser Valanciunas à rentrer en Europe. On en parlait un peu, toi et moi, avant off, et c'est vrai que ça, Théo, pareil, tu comprends pas. Ben ouais, non, je comprends pas trop. Alors ces rumeurs, faut dire qu'elles circulaient déjà avant le trade de Valanciunas. Ça avait beaucoup plus de sens quand je le voyais coincé à Sacramento. Je me disais, bah oui, plus ou moins en fin de carrière, t'as encore des belles choses à jouer. Alors, c'est pas tout à fait le même scénario que pour Evan Fournier, mais un petit peu, voilà, t'es un champion, t'as envie de gagner des choses, c'est pas avec les Kings que ça va se passer. Donc ça, je le comprenais assez bien, le retour en Europe à ce moment-là. Là, je le comprends beaucoup moins. Juste pour les mêmes raisons que je viens d'expliquer. T'as joué des tonnes d'années, t'as fait une très belle carrière, mais t'as jamais vraiment été en position de pouvoir jouer pour le titre. Là, t'arrives à Denver, qui a un fit parfait, une équipe
qu'aura besoin de toi parce qu'en fait, pour la première fois, peut-être, cette équipe elle aura un big man qui pourra faire en sorte que les minutes sans Jokic seront pas catastrophiques. C'est vraiment. Alors, c'est pas le même genre que Jokic, on est d'accord, mais c'est un vrai joueur de basket, Valanciunas, qui est encore efficace, qui rentre parfaitement, je pense, dans le plan de jeu de Denver. Et du coup, là, je serais vraiment surpris que au moins sur une saison, il tente pas le truc. C'est vraiment ça, je serais très étonné. Alors peut-être qu'il en a marre tout simplement que il a envie de retrouver un style de jeu, enfin pas un style de jeu mais plutôt un mode de vie qui corresponde plus à ce qu'il a connu en grandissant, qu'il a envie de rentrer en Europe. Panathinaikos, c'est un très grand club bien entendu, mais je serais vraiment curieux que une saison avec les Nuggets derrière Nikola Jokic, ça le motive pas, ne serait-ce que pour tenter l'aventure. Ouais, je j'ai pas grand-chose à rajouter, un peu comme toi. Voilà, l'attrait de pour reprendre un peu les mots de Basket News qui a sorti cette info, l'attrait, c'est d'avoir un rôle majeur. À Denver, effectivement, les minutes, ça peut être limité. Il aura un rôle, mais on se doute bien que Jokic et Valanciunas vont rarement jouer ensemble et que par définition, Valanciunas, il va jouer que quand Jokic n'est pas sur le terrain. Et ça arrive finalement peu. Alors, tu peux te permettre avec Valanciunas de moins faire jouer Jokic en saison régulière. Valanciunas aurait peut-être 15 à 18 minutes, tu vois, sur le terrain. En playoff, je pense qu'il en aurait moins, du coup. Jokic va quand même jouer au moins 38 minutes par match en playoff et ça laisse 10 minutes pour Valanciunas. Mais effectivement, pour gagner un titre NBA en ayant un rôle, pour le coup, en n'étant pas juste un porteur d'eau, tu vois, tu es quand même un mec important qui va rentrer, qui aura tout de suite un rôle en attaque quand il joue. Je pense que ça peut le faire, mais va savoir, après, c'est lui qui choisit, hein, comme tu l'as dit, style de vie. Je disais rôle majeur. De l'argent aussi, le Panathinaikos apparemment pourrait lui proposer quand même 13 millions de dollars. Il touche 10 millions sur cette saison. Là, c'est 13 millions sur plusieurs années, mais du coup, de la stabilité. Et une très, très grosse équipe d'ailleurs du Panathinaikos, hein, qui a le dernier MVP avec Kendrick Nunn, qui a aussi TJ Short qui arrive dans cette équipe. Il y a toujours Kostas Lukas, etc. Juancho Hernan Gomez, Eddie Osman, Mathias Le Sort. C'est une grosse équipe, l'équipe du Pana. Et potentiellement Valanciunas en plus, j'imagine qu'il serait tout de suite candidat, enfin grand favori pour l'Euroleague. Mais bon. Ça sera un coup dur quand même, je trouve, pour Denver, parce que je trouvais que c'était vraiment une belle pioche. Et quand je vois l'équipe de Houston qui sera parmi les contenders, vraiment à l'ouest pour aller le plus loin possible. C'est une équipe qui a beaucoup aimé jouer, enfin, qui a été efficace quand elle jouait avec ses deux grands, hein, et qui a gardé un paquet, qui a en plus pris Clint Capella en plus pour l'instant. Alors à voir si c'est pour pouvoir l'échanger plus tard ou si c'est vraiment dans l'idée de pouvoir aligner deux bigs, quoi qu'il arrive, même s'il y a des blessures à certains moments de la saison, et notamment en playoff. Je me disais, bon bah là, t'as une bonne réponse comme t'as Valanciunas, Jokic, tu Ouais. peux jouer double big aussi face à une équipe qui choisirait de jouer grand en fait. On sait que c'est comme ça aussi que les équipes se préparent. Ça serait ouais, coup dur pour Denver. Honnêtement, c'est un joueur que j'apprécie, Valanciunas. Ça me... Enfin, c'est pas à moi de juger la carrière des joueurs, mais j'aimerais bien le voir. Voilà, c'est un truc, je me disais, assez cool. Il va jouer dans une équipe qui joue vraiment quelque chose. Il va pouvoir apporter. Alors, bien sûr, il n'aura pas le rôle qu'il pourrait avoir dans une équipe comme Panathinaikos, mais, mais je trouvais que ça valait le coup, quoi. Bon, à suivre, j'imagine, mais ça serait coup dur pour les, pour les Nuggets. Ça, c'est clair. Ouais. Pour les Nuggets, il y aurait, voilà, pour après, maintenant, pour trouver des pivots backup sur le marché, ça va être dur de trouver plus fort que Valanciunas ou aussi fort que Valanciunas. En parlant de pivot, Jackson Hayes reste un an de plus aux Los Angeles Lakers. Là, pas trop de surprise. Il sera justement le pivot backup. On risque de ne pas le voir beaucoup. Et plus intéressant, Al Horford, a priori, devrait signer avec Golden State. Alors, c'est pas fait, donc il faut se méfier. Mais selon Mark Stein, qui est quand même assez fiable, voire très fiable, tout pointe vers une signature d'Al Horford à Golden State. Comment ça je veux dire, c'est un très bon joueur. Par contre, c'est marrant l'âge des joueurs des Warriors, quoi. Entre Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Al Horford, c'est un peu les papis qui partent pour un dernier run, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, écoute, pour Horford, si c'est pas finir sa carrière à Boston où il est adoré par le public comme par les coéquipiers, Golden State, ça serait très bien. Les Warriors qui ont perdu Kevin Looney,
Al Horford, il peut remplacer largement, enfin une grande partie de ce que faisait Kevin Looney. Al Horford peut le faire avec en plus la capacité de tirer de loin, donc c'est intéressant. Le truc avec Al Horford, c'est que, effectivement, tu parles des papis qui font de la résistance et qui durent. Je pensais pas qu'il pourrait continuer d'être efficace aussi longtemps, mais il y a un moment où ça va s'arrêter et je sais pas si on le voit venir en fait. Et je pense qu'il y a un moment quand même où tu passes de ouais, il peut, ah, non, il peut plus du tout en fait. Donc faudra voir sur quel type de salaire. J'imagine qu'il ira pas chercher un trop gros salaire du côté des Warriors, mais par contre, c'est l'opportunité d'être dans une équipe, je pense, où il pourra prendre du plaisir et voilà, avoir un rôle qui sera intéressant. Ouais, puis il y a un peu ce truc de mentor aussi après. Je pense qu'il a peut-être une saison où il est bon, mais à voir. Mm, Et je suis pas complètement convaincu sur cette une saison. Peut-être que le déclin, c'est maintenant, là, tout de suite, le gros déclin, tu c'est vois. ça. Mais bon, après, ils ont Quinton Post, voilà, il peut former le gars, tu vois, le jeune qui est lui aussi grand, qui shoot de loin. Bon, à voir pour Al Horford. Bon, je pense quand même que dans tous les cas, ce serait plutôt une bonne recrue. Juste, ouais. Non, j'allais dire Vas-y, pour vas-y. Jackson Hayes, je sais pas si tu voulais y revenir dessus. Ça me faisait rire parce que tu sais, en fin de saison dernière, on voyait passer des trucs genre Jackson Hayes est pas content de son rôle aux Lakers. Je veux dire, mon pote, t'es pas en capacité de pouvoir être content ou pas content du rôle qu'on te donne dans l'équipe des Lakers. Et enfin, le marché a bien prouvé de ça. Voilà, il a quand même pas été. Enfin, j'en veux pas, mais il était dans un rôle qui était malgré tout trop grand pour ses épaules. Là, je pense que c'est une bonne option pour les Lakers de l'avoir gardé, mais il faut lui dire tout de suite, hein, le rôle, ça sera le même que l'an dernier avec moins de minutes. Ah bah ouais, oui, c'est ça. De toute façon, il a signé pour 1 an et j'imagine que je sais pas si c'est au minimum, mais que c'est pas forcément pour beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il doit savoir à quoi s'attendre. Et je voulais ajouter, en cas de buyout de Bradley Beal par les Suns, il y a deux équipes sur lui qu'on a souvent citées, Miami, Milwaukee. Et pour les Bucks, quand même, peut être vraiment intéressant. C'est c'est le joueur peut-être l'extérieur fort qui leur manque, quoi. Mais, mais c'est vrai, parce qu'en fait, finalement, on a parlé du buyout que du point de vue de Phoenix, mais il y a aussi le point de vue de Bradley Beal. Et il y a un moment, t'as aussi envie de lui dire, je comprends que t'as ta clause de buyout, t'as le droit de faire ce que tu veux, mais t'as pas envie de jouer au basket dans une équipe qui sert à quelque chose peut-être. Parce que en fait c'est ça je pense le meilleur argument que Milwaukee a pour essayer de... Si vraiment ils veulent le buyout et renégocier son contrat à la baisse, c'est de lui dire ça quoi. Il dit, ah, mais on t'envoie dans une... Ce qui est sûr, c'est que je veux dire par là, c'est que je pense pas qu'il acceptera le buyout s'il n'a pas déjà sûr, à coup sûr, une équipe dans laquelle rebondir derrière. Bah oui, Milwaukee, enfin, au bout du compte, encore une fois, ça reste un bon joueur de basket. Et l'avantage, c'est que l'équipe qui le re-signera derrière, elle n'aura pas besoin de se saigner, puisque l'essentiel de son salaire sera déjà payé par Phoenix. Il y a des équipes qui pourraient se servir de Bradley Beal. Franchement, à Milwaukee, il aurait un. Les joueurs, tu sais, nous, parce que nous, on regarde l'équipe des Bucks, on va dire non, ils sont pas candidats au titre, ils sont pas candidats au final, tu vois. Les joueurs, ils ont une vision différente. Ils s'accordent déjà plus de valeur à eux-mêmes que ce que nous, on le ferait. Bradley Beal, il va forcément se voir comme un All-Star. Et je pense que même Yanis, il voit Bradley Beal différemment de nous. Je pense que même Yanis, il se voit lui-même encore plus fort que ce que nous, on le voit. Sachant qu'on le voit très, très fort. Les Bucks, tu vois, Bradley Beal a des raisons de se dire, bah, si je vais aux Bucks, on va aller en finale en fait. On va aller en finale et ça sera peut-être pas vrai, mais je Ça comprends, sera tu pas vois. vrai. Ah ouais. Oui, bah oui, ça sera encore léger, mais tu vois, l'Est est ouvert et tu te dis, bah, j'ai Yanis, j'ai Miles Turner, j'ai Bradley Beal, j'ai Bobby Portis, ça commence à avoir de la tronche, tu vois. Mais je vais te dire franchement, si t'es Bradley Beal, la question c'est même pas de savoir si tu peux gagner une bague. T'as été que dans des équipes médiocres, à l'exception Ouais. de peut-être 2 saisons où Washington avait surperformé. Va dans une équipe qui va être une équipe cohérente, qui va être intéressante. Tu vois, je pense pas que t'en sois à ce stade-là. Ou alors, dans ce cas-là, tu fais vraiment la ristourne et tu choisis, j'en sais rien, une équipe vraiment qui joue le titre et tu dis, bah, je suis prêt à tout. Mais là, dans ce cas-là, ton rôle, ça va pas être celui que t'as connu non plus, tu vois. Tu vas avoir un rôle de super role player à sortir du banc pour mettre des 3 points et se servir de tes qualités de shoot. Mais pour ça, je te rejoins sur Milwaukee. C'est une opportunité qui serait très bien pour lui parce que c'est une équipe qui aura besoin de lui en fait. Tu vois, il Il va pourrait avoir un faire vrai les deux, rôle. quoi. Ils vont le Bah ouais. saucer. Milwaukee serait très bien pour Bradley Beal. Et inversement, je pense que ça serait bien pour Milwaukee aussi. Allez, dernière petite info, deux petits trucs. D'abord, Ben McLemore.
reconnu coupable de viol. Ben McLemore, ancien joueur NBA, ancien 7e choix de la draft. Les faits s'étaient produits en 2021 quand il était encore joueur, il jouait à Portland. Le procès, du coup, la sentence n'est pas encore tombée, ce sera mercredi, mais il a été reconnu coupable. Ouais, bah, des faits extrêmement graves. Euh, c'est vrai que je sais plus si c'était pendant un CQFR ou en dehors, on s'était demandé ce qui était devenu ce qui était advenu de Macklemore. C'est la même draft, si je me trompe pas, que Rudy Gobert, Yanis, Oui, c'est celle-là, parce qu'il est même Oladipo. annoncé un temps, pendant 2 mois, il a annoncé premier choix de la draft. Ouais, exactement. Et j'avais pas du tout connaissance du fait qu'il avait été accusé de quoi que ce soit et qu'il était devant les tribunaux. Donc maintenant, bah, on attend de voir la sentence, mais oui, en tout cas des faits extrêmement graves. Et finalement, c'est pas si fréquemment que ce type de procès vont jusqu'au jugement et jusqu'à la sentence. Donc on le saura mercredi, tu disais, Ouais, Antoine? mercredi, donc jeudi chez nous, quoi. Mm. Et dernier petit truc, je voulais vous inviter à lire une session, c'est celle de Fred Young, que vous avez vu dans les podcasts pendant les finales NBA notamment, que vous avez beaucoup apprécié. Il a écrit un article très intéressant sur l'équipe de France et la remise en question qui s'impose. Je vous invite vraiment à aller lire cette session, elle est sur Basket Session. Équipe de France, une remise en question s'impose. Il part de la défaite de l'équipe de France U19, éliminée par la Suisse en quart je crois que c'était les quarts de finale du mondial U19. Voilà, pour parler, ça rejoint un peu ce qu'on disait, Théo, dans le dernier CQFR mardi, dans le CQFR où on répond à vos questions, on parlait de la formation française et des limites en fait de cette formation et notamment par le tout autour des qualités athlétiques et les limites que ça peut poser. Et ben voilà, on le voit, il y a quand même une désillusion quand tu es éliminé par la Suisse sur une compète de jeunes. Absolument pas offense à la Suisse, qui forme de plus en plus de joueurs, qui envoie des joueurs en NBA. On en voit ces derniers temps. Mais voilà, c'est une petite claque qui peut servir encore une fois de ah bah tiens, peut-être quelque chose qui va pas bien. Ouais, on verra si ça sera suivi de répercussions. Ouais, allez lire vraiment le papier de Fred. C'est vrai que il dresse un constat qu'on dresse depuis un paquet d'années maintenant, dont on parlait un petit peu effectivement dans le CQFR de mardi, autour du fait que on a un vivier de talent qui est vraiment conséquent en France. On a des qualités athlétiques qui nous permettent comment dire, de nous distingué de la plupart des pays européens jusqu'à présent, en tout cas en compétition jeune, il y a une espèce de tout sur la défense, le jeu rapide, parce qu'on a ces qualités-là, mais que moi j'ai le sentiment effectivement que depuis longtemps, on fait un petit peu le choix de la championite, de se dire bah, on va être on va aller chercher des médailles parce qu'on va axer sur ça, ce qui est le moyen le plus rapide pour accéder peut-être à des podiums, sans forcément se poser des vraies questions. Je pense voilà, que les médailles sont un peu l'arbre qui cache la forêt sur la formation française. Yes, je partage évidemment ton avis, on en avait déjà discuté. Euh, je te propose Théo qu'on s'arrête là-dessus. On se retrouvera lundi pour un nouveau CQFR comme d'habitude. Samedi, je l'avais déjà prévenu, mais je vous le dis, il n'y aura pas de CQFR du samedi. On l'a déjà fait mardi. Dimanche, il y aura un Hop Culture, Théo? Ouais, ouais, absolument. Il est dans Voilà. la boîte. Dimanche, il y aura bien Hoop Culture. Ok, bah nous, du coup, on se retrouve lundi matin. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.